Salut, ici c'est Strasbourg, place du château, et chaque jour des milliers de personnes passent ici, sans se douter un instant que chaque pas sur ces pavés c'est un morceau d'histoire qui est raconté. Sur cette place centrale de Strasbourg, on trouve certains des monuments les plus célèbres de la ville. La cathédrale, le plus connu, un peu dans le brouillard aujourd'hui, mais aussi le lycée Fustel, le palais roman qui abrite aujourd'hui 3 musées différents, le musée de l'œuvre Notre-Dame et enfin le 5e. Ces bâtiments ont vu une grande partie de l'histoire de la ville et c'est aujourd'hui cette histoire que je veux vous raconter. Attention, vous êtes prêts? C'est parti pour une rapide histoire de la place du château de Strasbourg. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Pour commencer, il faut savoir que la place du château, elle ne s'est pas toujours appelée ainsi. De sa construction jusqu'en 1740, elle porte le nom de cour de l'évêque. De 1740 à la Révolution, on circule désormais sur la place de l'évêché. Puis, avec la Révolution, c'est désormais la place de la responsabilité, mais pendant peu de temps jusqu'en 1793, où la place prend le nom de place du Palais jusqu'en 1817. À ce moment-là, elle devient la place du Château Royal. Le nom qu'on lui connaît aujourd'hui ne lui est attribué qu'en 1858. Elle change ensuite pour Schlossplatz, ce qui veut dire place du château en allemand, alors que la région est intégrée à l'Allemagne en 1871. Elle reprend son nom français à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, avant de réadopter le nom allemand en 1940 et de reprendre à nouveau le nom français à la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Selon l'archéologie, le site actuel de Strasbourg est occupé périodiquement depuis le Néolithique. Mais Strasbourg est véritablement fondé vers l'an 15 après Jésus-Christ avec l'arrivée de la 2e Légion Auguste pour protéger la frontière sur le Rhin. Donc au début, il s'agit d'un camp militaire. À la fin du 1er siècle, la 8e Légion Auguste s'établit ici, à Argentorate. Argento quoi? Et oui, au début, Strasbourg ne s'appelle pas Strasbourg, mais Argentorate, petite bourgade celte qui existait déjà avant la colonisation romaine. Les limites et les axes de circulation du castrum, c'est-à-dire du camp romain, sont encore lisibles dans le tissu urbain actuel et l'emplacement de la cathédrale a toujours eu un rapport avec la religion. Du temps de Rome, on trouvait ici un sanctuaire romain dédié à Mars, dieu de la guerre, de la jeunesse et de la violence, rien que ça. Après avoir été détruite par Attila en 451, la ville est reconstruite en 496 par les Francs et c'est là qu'elle prend son nom actuel, Strateburgum, ce qui signifie la ville des routes. Une première cathédrale est construite dès le 7e siècle par l'évêque Arbogast, mais ce n'est pas celle-ci en fait. En même temps, Strasbourg ne possède que 1000 ou 2000 habitants à l'époque, ça ne vaut pas vraiment le coup de faire une cathédrale gigantesque. La première cathédrale est remplacée par un édifice plus imposant au 8e siècle, mais qui sera la proie des flammes plusieurs fois au 9e et 10e siècle. Bon, on reconstruit une nouvelle cathédrale en 1015 et qui brûle en 1176, décidément. Sur les fondations de la précédente qu'on peut encore apercevoir aujourd'hui dans la crypte, la cathédrale actuelle commence à être construite. Entre 1176 et la fin de la construction, les plans pour la cathédrale changent considérablement. On décide d'en faire une cathédrale gothique en 1220, alors qu'on souhaitait d'abord un édifice dans un style roman. C'est cette décision qui va entraîner les dimensions immenses de Notre-Dame. De plus, pendant 4 siècles, les maîtres d'œuvre se succèdent. Ils sont au moins une quinzaine et certains restent encore inconnus à ce jour, chacun apportant sa touche à l'édifice. Édifice enfin terminé en 1439. La cathédrale de Strasbourg, avec ses 142 mètres de hauteur, devient le plus haut bâtiment du monde chrétien jusqu'en 1874, alors que l'église Saint-Nicolas de Hambourg est achevée à une hauteur de 147 mètres. Et le saviez-vous, il existe un endroit dans le sous-sol de la cathédrale où l'on est véritablement entouré d'histoire. Le sol est celui du camp romain, le mur de droite c'est les fondations romanes de la cathédrale de 1015, et le mur de gauche c'est les fondations de l'actuelle qui date du XIIIe siècle. Autre anecdote, saviez-vous qu'une seconde flèche était prévue? La construction commence même en 1496, mais alors qu'elle est haute d'une quinzaine de mètres, elle est frappée par la foudre et détruite en 1533 et jamais reconstruite par la suite. Sans doute par manque de moyens. Elle s'élevait à la place de la maison des gardiens qui se trouve aujourd'hui sur la plateforme. Tournons notre regard à droite de la cathédrale, un bâtiment y est accolé. Il s'agit du lycée Fustel de Coulanges. Le lycée occupe les murs de ce qui fut un collège royal, créé en 1685 par le roi de France lui-même, Louis XIV. Mais pourquoi le roi se préoccupe de Strasbourg?
car il a conquis la ville seulement 4 ans auparavant. Strasbourg, une ancienne ville libre du Saint-Empire romain germanique, de langue allemande donc, et de religion protestante. Et il faut franciser et catholiciser tout ça. Surtout qu'en 1685, Louis XIV révoque l'édit de Nantes qui met hors la loi tous les protestants du royaume auparavant autorisés. Mais bon, Strasbourg venant d'intégrer le royaume de France, il faut éviter que la ville se révolte, et donc un accord est passé entre le roi et Strasbourg, visant à préserver quelques libertés, notamment au niveau administratif et religieux. Bon, l'idéal serait quand même d'implanter la religion catholique dans la cité strasbourgeoise. Dans ce but, Louis XIV demande à la communauté jésuite située juste derrière la cathédrale de créer un collège royal afin d'éduquer la jeunesse alsacienne dans la langue de Molière et dans la religion catholique. Les bâtiments actuels sont construits au XVIIIe siècle et leur construction raconte un changement dans les mentalités et dans le style de construction. Si le premier bâtiment montrait l'emblème des jésuites sur un fronton triangulaire, qui rappelle fortement l'art de l'Antiquité, le fronton arrondi du portail d'entrée réalise quant à lui un éloge du mouvement des Lumières. En 1802, le premier consul Bonaparte instaure les lycées, sortes de pépinières dans lesquelles seront formés les futurs fonctionnaires civils et militaires pour son empire. Un lycée impérial est donc créé à Strasbourg en 1804 dans ce but, et on lui attribue les bâtiments de l'ancien collège royal, ce qui en fait l'un des plus anciens lycées de France, 215 ans tout de même. Et au fur et à mesure des époques, des guerres et des annexions, le lycée va souvent changer de nom, mais il conserve sa fonction. Son nom actuel lui a été donné en 1919, après le retour de la région à la France, en hommage à Numa Denis Fustel de Coulanges, professeur d'histoire à l'université de Strasbourg de 1860 à 1870. Tournons de nouveau notre regard à droite. Celui-ci tombe sur le Palais Rohan, construit par l'architecte du roi entre 1732 et 1742 pour loger l'un des plus importants et influents seigneurs de son temps, Armand Gaston Maximilien de Rohan-Soubise, prince-évêque de Strasbourg depuis 1704, landgrave de Basse-Alsace, c'est un titre de noblesse assez élevé dans le Saint-Empire, prince du Saint-Empire, cardinal depuis 1712, grand aumônier de France en 1713, grand commandeur de l'ordre du Saint-Esprit et même membre du Conseil de Régence en 1722, une petite assemblée créée à la mort du roi Louis XIV à cause du trop jeune âge de son héritier désigné, Louis XV, qui n'a que 5 ans et 9 mois. Ça va être un peu difficile de gouverner à cet âge-là. Vous ne comprenez rien à tous ces titres de noblesse d'Armand Gaston? Moi non plus, hein. Sachez juste que Armand Gaston Maximilien de Rohan-Soubise, eh bien c'était pas n'importe qui ici. Et justement, une rumeur court sur le prince-évêque. Il paraîtrait que sa mère aurait eu une liaison avec le roi Louis XIV 1 an avant sa naissance. Ce qui expliquerait le fait qu'Armand Gaston ait pu accéder aux plus hautes charges ecclésiastiques du royaume, alors qu'il avait à peine 30 ans, fait très rare pour l'époque. Le palais Rohan est conçu sur le modèle des grands hôtels parisiens qui en imposent tant par le style classique de leur façade majestueuse que par la décoration intérieure somptueuse. Bon, je pense que vous avez compris le message, allez le visiter, c'est magnifique. L'ouvrage a été construit et décoré en seulement 10 ans et est depuis son édification quasiment inchangé. Ce bâtiment est celui du pouvoir et tout le montre. Bon, en même temps, l'architecte royal avait une mission double. La première, et ça on l'a dit tout à l'heure, c'est que la région est française depuis peu de temps, et le but du palais est de signifier la puissance et le rayonnement artistique français. D'autre part, alors qu'auparavant le protestantisme était majoritaire, il fallait marquer avec un bâtiment hors norme le retour du culte catholique dans la ville. Et puis bon, c'est la résidence d'un prince-évêque, alors tu vas pas faire une maison banale, hein? Aujourd'hui, le palais Rohan regroupe 3 musées. Le musée des beaux-arts de la ville, au premier étage du palais, depuis 1889, et dans lequel on peut trouver une grande collection de peintures françaises, italiennes, flamandes, espagnoles et hollandaises à travers les différentes époques et les différentes écoles. Au sous-sol, on trouve le musée archéologique, installé ici depuis 1913. Dans ce musée, on y découvre plusieurs millénaires de l'histoire de l'Alsace de 600 000 ans avant Jésus-Christ à 800 après Jésus-Christ. Histoire révélée grâce à l'archéologie, d'où le nom du musée. Et enfin, il y a le musée des arts décoratifs depuis 1924. C'est ici que vous pouvez visiter les somptueux appartements des princes-évêques de Strasbourg, le tout agrémenté d'argenterie, de faïences richement décorées sur une période s'étendant de 1681 au milieu du 19e siècle, et on peut même y admirer des éléments d'origine de l'incroyable horloge astronomique de la cathédrale. Et je me trouve ici à l'endroit même où des personnes célèbres sont passées. Par exemple, ici même, Louis-René-Édouard de Rohan-Guéméné, évêque de Strasbourg, reçoit en 1770 une jeune archiduchesse autrichienne, Marie-Antoinette, future reine de France, qui va justement à Versailles rencontrer son futur mari, Louis XVI. C'est donc à Strasbourg que Marie-Antoinette fait son entrée en France.
Nous sommes maintenant 3 places du château à Strasbourg, et l'histoire du bâtiment que vous voyez derrière moi est très liée à celle de la cathédrale. Alors, petit rappel, après plusieurs incendies, on commence la construction d'une nouvelle cathédrale à Strasbourg, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, je le rappelle. Le nouvel édifice est lui aussi victime du feu en 1176. La construction reprend ensuite et ne s'achève que plusieurs siècles plus tard, en 1439. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Alors du coup, on a une cathédrale qui prend des centaines d'années à être construite, de nombreux architectes se succèdent, il faut bien quelqu'un qui organise les interventions des différents corps de métier qui travaillent sur le chantier. C'est ainsi que la fondation de l'œuvre Notre-Dame est créée, et non seulement elle organise le chantier gigantesque, mais aussi elle se charge également de collecter les fonds nécessaires pour terminer enfin cette cathédrale. Bah oui, une cathédrale, ça coûte cher, et une fois construite, c'est cette fondation qui va veiller à l'entretien, la conservation et la restauration de la cathédrale, rôle que l'Empire allemand va également lui reconnaître lors de l'annexion de la région en 1871. La fondation emploie aujourd'hui 31 personnes, tailleurs de pierre, sculpteurs, conservateurs, forgerons, etc., et n'a jamais bougé malgré la Révolution, les empires, les royaumes et les guerres qui sont passés par là. On remarque que les deux bâtiments sont très différents. Celui de gauche, d'architecture gothique, est le plus ancien, sa construction date de 1347, alors que celui de droite, de type Renaissance, date quant à lui de 1579. Par ici, on l'appelle Frauenhaus, ce qui signifie maison de Notre-Dame, et encore aujourd'hui, tous les revenus servent exclusivement à la restauration de la cathédrale de Strasbourg. À l'intérieur, on y trouve le musée de l'œuvre Notre-Dame, un musée dédié à la création artistique à Strasbourg du Moyen-Âge à la Renaissance. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Strasbourg a une position de carrefour entre les mondes germaniques et latins, et cette position privilégiée se constate dans l'art exposé ici, des sculptures, des tapisseries, de l'orfèvrerie, dont beaucoup ont une histoire avec la cathédrale. Ce ne sont pas moins de 7 siècles d'histoire que vous pourrez contempler ici. Nous arrivons au dernier bâtiment de cette place qui, comme tous les autres ici, a une histoire passionnante à raconter. Et encore, j'ai dû pas mal raccourcir pour chaque lieu, sinon on aurait eu une vidéo de 3 heures. L'histoire de chacun de ces bâtiments est tellement intéressante que chacun mérite sa propre vidéo. Le bâtiment que l'on voit naît d'un projet commun de l'œuvre Notre-Dame et de la ville de Strasbourg. Le but de ce projet, mettre en valeur la cathédrale en dégageant ses abords. Et oui, à l'époque du début des travaux en 1854, on trouve des maisons presque au pied de la cathédrale comme on peut le voir ici. Cet ensemble de maisons est donc détruit en 1854 pour être remplacé par cet immeuble de style néoclassique. Une fois construit, l'armée va louer le bâtiment pour y établir l'école de santé militaire entre 1861 et 1870, date du début de la guerre avec la Prusse, et à ce moment-là, l'école de santé militaire est alors transférée à Lyon. Et en fait, ce bâtiment, pourtant central sur cette place, est finalement assez obscur pour les Strasbourgeois. C'est même simple, vous demandez aux habitants à quoi sert ce bâtiment, la plupart vous répondront « Bah c'est la poste ». Poste qui occupe une petite partie du bâtiment depuis le départ de l'école de santé militaire en 1871. Mais on y trouve aussi le 5e lieu, un nouveau lieu dédié à la culture, au patrimoine et à l'architecture, et qui ouvre le 7 décembre 2019, et c'est ce pourquoi la ville de Strasbourg m'a contacté. Le but de ce lieu est de devenir un lieu de référence de la vie culturelle strasbourgeoise pour les Alsaciens et les touristes en proposant une offre complète. Au rez-de-chaussée, on retrouve les services de l'ancienne boutique Culture, un espace dédié à l'accueil et au conseil sur la programmation culturelle strasbourgeoise. Brochures, billetterie, vente d'objets, etc. Toutes les infos sur les spectacles et sorties disponibles sont dans un seul et même lieu, au 5e lieu du coup. Et au premier étage, une nouvelle découverte de l'urbanisme et du patrimoine strasbourgeois à travers un parcours pédagogique et interactif développé sur 600 mètres carrés quand même et intitulé « Un voyage à Strasbourg », avec des vues privilégiées sur les bâtiments emblématiques de la place du château. Et ce n'est pas tout, tablettes tactiles, photographies, documents d'archives, reconstitutions 3D permettent une plongée immersive pour partir à la découverte du Strasbourg d'hier et de demain. Et ce qui est super, c'est que chaque fenêtre qui est d'origine constitue une sorte de cadre qui met en valeur l'un des bâtiments de la place du château. Au 2e étage, on trouve le cabinet des estampes et des dessins qui a longtemps été dans le Palais Rohan. La collection a été créée en 1877 par le maire allemand de la ville de Strasbourg, Otto Bach, financée en partie grâce à l'argent que la France, qui a perdu la guerre en 1870, doit verser à l'Allemagne en guise de réparation. Et comme l'Alsace est en Allemagne, eh bien, on en a profité. La collection s'agrandit au fur et à mesure du temps et en 1984, elle quitte le Palais Rohan pour intégrer leur localisation actuelle, le 5 Place du Château. La collection comprend aujourd'hui plus de 150 000 œuvres graphiques couvrant 5 siècles dans les domaines et les techniques les plus variés.
Beaux-arts, arts décoratifs, architecture, histoire, art populaire, etc., etc. Et là, vous allez me demander... Et Baptiste, pourquoi ça s'appelle le 5e lieu? Tout simplement parce que le nom fait référence à son emplacement, 5 places du château, et au fait qu'il soit le 5e bâtiment de la place, aux côtés de la cathédrale, du lycée Fustel de Coulanges, du Palais Rohan et du musée de l'œuvre Notre-Dame que je vous ai présenté juste avant. Comme vous pouvez le constater, cette place est chargée d'histoire. Alors n'hésitez pas à venir y faire un tour lors de votre prochaine visite, en espérant qu'il y ait moins de brouillard, afin de parler histoire. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle t'a plu aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, m'aider de manière directe, financièrement sur Tipeee ou Utip. N'oubliez pas de montrer votre amour de l'histoire dans les commentaires et surtout de lâcher le petit pouce en l'air qui va bien. Ça tombe bien, t'as un pouce aussi toi. Merci à la ville de Strasbourg d'avoir proposé ce partenariat, cette vidéo. Je suis vraiment content de la possibilité qui m'est faite de promouvoir la culture et l'identité de ma région, l'Alsace. Et je suis d'autant plus content que je vous ai fait découvrir aujourd'hui une place incroyable sur laquelle vous pouvez passer toute une journée. Je vous invite vraiment à venir au 5e lieu à découvrir d'urgence. Un grand merci à tous les tipeurs et les fire tipeurs. Si cette émission en est arrivée jusque-là, c'est grâce à vous. Donc, rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.